On a bien suffisamment de communicants aujourd'hui pour ça n'est pas trop, pour essayer de comprendre, de décrypter ce qui se passe depuis maintenant plusieurs jours, un véritable psychodrame, un véritable le chaos, une implosion de l'UMP en direct. Voilà, on va essayer de voir ce qui s'est passé derrière les caméras justement. De chaque côté, on va essayer de le décrypter ensemble. Bonsoir Bastien Millot. Vous présidez le groupe de conseil de communication Big Malion. Vous êtes prof de communication politique à Sciences Po et vous connaissez très bien Jean-François Copé. Vous avez été son directeur de cabinet. Arnaud Champremier Trigano, merci de nous avoir rejoints, directeur de l'agence Mediascope, ancien directeur de communication de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Voilà, le décor est planté. Alors, comment vous avez vécu ce qu'on a vu depuis quelques jours? Vous êtes régalé comme communicant, non? Alors moi je me suis régalé à tous les titres comme communicant et en tant que militant de gauche. Enfin vraiment c'est un spectacle en termes de storytelling. On a rarement vu ça en France. On a vu aux États-Unis comme ça des scènes à rebondissement. Je pense en particulier au recomptage de Floride qui avait duré comme ça une éternité. Mais en France on n'avait jamais eu ça. Et il y a tout. Il y a même l'arrière-plan, c'est-à-dire qu'on a en premier plan Copé-Fillon et puis en arrière-plan on a Hortefeux condamné aujourd'hui. On a Nicolas Sarkozy qui est encore chez le juge. Donc c'est vraiment au terme de spectacle. C'est le militant qui parle. Hein. Ah c'est un feu d'artifice. Non mais si vous voulez là vraiment. On en a plein les yeux, quoi. Il a du mal à cacher sa joie. Bastien Millot, vous êtes désespéré? Non, je ne suis pas du tout désespéré pour une raison très simple. Je pense que toutes les racines de ce qu'on voit aujourd'hui étaient présentes à la fois dans le casting de l'élection et dans cette campagne d'une durée inédite à l'UMP. Vous en avez parlé souvent dans vos précédentes éditions. L'UMP découvre la démocratie. C'est un parti qui n'a jamais été habitué à ce genre de séquence électorale. Il faut remonter en 99 au RPR pour avoir une tentative de séquence électorale avec 4 candidats à l'époque qui se battaient. Donc là, évidemment, le casting était inédit, la campagne était très longue, le résultat était beaucoup plus serré et donc du coup quasi impossible à proclamer que ce qui s'annonçait. Et évidemment, derrière, eh bien, toutes les haines recuites, toute la tension accumulée pendant toutes ces semaines se déverse et ça fait le régal des médias. C'est ça d'ailleurs fait aussi notre régal à nous, communicants, il faut le dire. Le président de la COCOE, c'est que le parti n'était pas du tout adapté pour... Oui, il a dit que les statuts sont faits pour un seul candidat. Exactement, oui, c'est incroyable. C'est une révélation délicieuse quand même. Alors ça doit vous faire plaisir parce que ça ressemble beaucoup au parti cher à votre cœur. Mais encore une fois... Qui hélas pour vous ont plusieurs candidats et s'en sortent mieux à chaque fois qu'il y a une investiture. Quand il n'y a qu'un seul candidat, c'est beaucoup plus simple. Et puis en plus, quand on peut faire voter par applaudissement comme au congrès du Parti communiste... Alors on va essayer de décrypter. On va essayer d'essayer... Ce qui s'est passé qui est complètement nouveau aussi, c'est que c'était en direct devant les caméras. C'est-à-dire que c'est vrai qu'au Parti socialiste, au congrès de Reims, on a eu... Tout le monde s'est arraché les yeux et ça a été très loin. C'était déjà assez devant les caméras, mais pas seulement. Il s'est passé beaucoup de choses dans les couloirs. Mais là... On n'a jamais vu ça. La vraie nouveauté, c'est que c'est parce qu'au congrès de Reims, ils sont à huis clos, puis ils se tournent vers les médias. C'est ça. Or là, les révélations se font directement aux médias. Et moi, j'étais très surpris dimanche soir de voir Jean-François Copé annoncer sa victoire devant les caméras télé et sur les plateaux de télé des chaînes qui suivaient l'événement, ses lieutenants découvrir sa déclaration. C'est-à-dire qu'y compris les cadres politiques découvrent via les médias les positionnements, les stratégies de communication. Et ça, c'est complètement nouveau, c'est vrai. Et vous avez eu raison, Ruth, de souligner un point très précis, c'est qu'avant, on communiquait dans les médias une fois les événements passés. Là, ça se déroule dans les médias en live. C'est le succès des chaînes info aussi et d'Internet, puisqu'elles font partie de la vie quotidienne des politiques et ils en jouent. Vous êtes utilisés, sans parfois même le savoir, dans une guerre de com où chacun se surveille, où on dit tiens, attention, il y a machin qui est sur BFM TV, donc on va dégainer un lieutenant sur une chaîne concurrente pour être sûr que ça se passe en même temps, et puis ça alimente le buzz, et puis les réseaux sociaux s'en mêlent. Voilà. Moi, j'ai une question. Guerre sans merci. Est-ce que cette guerre-là, elle serait pareille si nous n'étions pas là? Moi, je suis pas sûre. Je pense qu'elle se déroulerait différemment, évidemment. Est-ce qu'elle serait moins dure, moins cruelle, en tout cas, l'intervention médiatique, c'est pas moins dur. Pour avoir vécu le congrès de Reims, pour le coup, c'est pas moins dur quand c'est caché. Mais la révélation, l'utilisation des médias, c'est un outil, c'est une des armes de la bataille. C'est-à-dire qu'intervenir dans un média, c'est porter un coup à l'adversaire. Et donc, vous êtes instrumentalisé comme des outils. Non, on n'est pas instrumentalisé. Non, vous n'êtes pas instrumentalisé. Je refuse ce terme. C'est-à-dire vous avez raison de vous indigner. Aussi. Non, mais on est acteur conscient d'être un acteur de ce jeu-là. Vous faites partie de la stratégie de communication des deux candidats. Mais vous en êtes conscient. Ce qui s'est accéléré, c'est le temps médiatique. Souvenez-vous, il y a même encore 10 ans, on n'était absolument pas dans ce rythme frénétique. On était basé sur une dépêche AFP. On réagissait après. Il y avait des 20 heures, etc. Aujourd'hui, tout est en live, partout, sur tous les écrans, sur tous les supports. Ces gens en guerre acharnée. Oui, alors sur les réseaux sociaux. Le tournant, ça a été en fait l'affaire de Dominique Strauss-Kahn. Oui.
quand on s'est aperçu, et les chaînes info en particulier, sont aperçus que leurs correspondants qui étaient aux portes du tribunal avaient les informations après les journalistes qui étaient sur le plateau et qui suivaient ça sur Twitter. Et que tout d'un coup, on avait un outil de temps réel qui donnait l'information. Et là, on a vu effectivement que Twitter a été dégainé très vite par les lieutenants qui ont commenté. Et là, on n'est plus, il n'y a plus de maturation, il n'y a plus de recul. On est sur du temps réel et c'est complètement nouveau. La stratégie de chacun. On va écouter d'abord François Fillon. Il est navrant que, par méfiance et sans doute... Non, alors c'était Alain Juppé. À la voix, on disait on connaît à peu près Alain Juppé. Alors allons-y. Alors François Fillon ou Jean-François Copé, le premier qui arrive. Il est navrant que, par méfiance et sans doute par ambition personnelle, il ne faut pas se cacher derrière notre petit doigt. De quoi il s'agit dans tout ça? Qui sera le mieux placé pour 2017? Voilà, c'est ça qui est en cause. Ben, je crains fort qu'aucun des deux ne le soit, si ça continue comme ça. Voilà, c'est On clair vous et net. de tout faire pour être dans le zapping. Ça, c'est clair. Non, pas du tout. Ce que je crois, c'est que l'image a parlé. Hein. Oui. Ça sera peut-être ni Jean-François Copé, ni François Fillon, mais peut-être Alain Juppé. Hein. Et vous avez noté cette aventure inédite depuis hier, c'est que maintenant plus personne ne veut être président de l'UMP. François Fillon a dit hier soir, je ne veux pas être président de l'UMP. Alain Juppé a dit, je ne veux surtout pas être président de l'UMP. Je vous confirme, Jean-François Copé veut toujours être président de l'UMP. S'il n'en reste qu'un, ce sera ça, lui. on l'aura remarqué. Ça, c'est sa stratégie. C'est sa stratégie. J'y suis, j'y reste. Je respecte les statuts, je respecte les militants. Je suis l'homme du parti. Voilà. Il y a un point commun entre François Fillon et Jean-François Copé, s'il n'y en avait qu'un dans cette guerre sans merci, c'est que tous les deux ont compris que le contrôle du parti était stratégique pour l'échéance présidentielle à venir. Donc, d'où cette lutte acharnée et le fait qu'on rebondisse sur chacun des micro-événements. Alain Juppé, il n'est pas là-dedans. Alain Juppé, on disait, il veut être l'éternel recours. Ben, cette fois-ci, il est le vrai recours. Il est arrivé sur la scène. Et évidemment, comme à l'UMP, c'est le fondateur, le créateur du parti, les gens se sont tournés vers lui. Alors, cette recours... Sarkozy était occupé ce jour-là. Ça, oui, parce que vous êtes mauvaise langue, vous nous précisez que cette information était légèrement éclipsée, mais vous nous permettez de la rappeler. Alors, juste pour vous tenir au courant du feuilleton, parce que ça continue, donc la Commission nationale des recours de l'UMP, donc celle que veut Jean-François Copé, je ne parle pas de la commission Juppé, voilà. Elle se réunit dimanche, dès ce dimanche, et celle de Juppé, elle commencera la semaine prochaine. Voilà, vous préparez votre week-end médiatique. On va alors déjà, en termes de communication, on peut déjà donner un conseil à l'UMP tout de suite, c'est de changer le nom de la Cocoé et de la Connard, parce que là, vraiment, on ne va pas passer une semaine de plus à commenter ces deux organismes. Du jeu de mots, parfois je m'en mets aussi, mais après cette commission La Connard, vous êtes un peu désobligé. La Coreco, non, c'est la Commission nationale des recours. Oui. Voilà, en tout cas, ils l'appellent à l'UMP la Coreco parce qu'ils ont compris que ça serait assez dangereux. Ils ont compris. Mais avec l'ensemble de ces abréviations, je pense que les Français qui regardent ont peut-être un peu de mal à comprendre. Ce qui les passionne, parce qu'on dit les audiences des JT sont fortes, les audiences des chaînes info sont fortes. C'est juste. Avec ce truc. Pourquoi? Parce qu'ils voient en live une espèce d'aventure humaine et de guerre humaine sans merci qui est pire qu'un feuilleton, pire qu'un film, mais parce qu'elle est réelle, parce que ces hommes en ce moment sont dans un état de guerre et de nerfs qui est tel que ça ressurgit à l'écran, ça ressurgit partout. Et c'est ça qui captive l'opinion. C'est ça, on ne sait pas ce qui en sortira, mais c'est très feuilletonnant, comme on dit. C'est-à-dire que chaque minute, il se passe quelque chose. La stratégie de François Fillon, alors pour vous, il a quand même surpris, parce qu'on croyait, en tout cas ses adversaires l'ont fait passer pour un mou, pour quelqu'un qui n'était pas très volontaire. Il a accepté la défaite, et puis il revient, et il se bagarre. Alors, il faut prendre en compte sur ce type d'événement les entourages. C'est-à-dire qu'on a une première réaction qui est souvent la réaction de la personne concernée, en l'occurrence François Fillon, qui... et après, il est remonté comme un pendule par ses amis. Quand ils sortent des plateaux télé, ils retournent dans leurs équipes, et là, on mouline, oui, mais et puis on change de cap. Oui, mais son positionnement de dire la fracture morale, lui, il se dit, je veux être l'ancien Premier ministre, l'homme d'État, donc je suis sur la dimension... C'était le début de la campagne. campagne. Oui, mais même, c'est là, la fracture morale. Un peu quand même. C'est aussi, je reviens pour l'honneur du parti, je ne veux pas, etc. Oui, mais il y a une nouveauté. Il se jette dans la mêlée. Et pour la première fois de sa carrière, il se jette dans la mêlée parce que ces lieutenants qui, eux aussi, Arnaud Champremier-Trigano a tout à fait raison, jouent très gros sur leur avenir personnel et politique, se disent on ne peut pas lâcher, on ne peut pas laisser. Donc François Fillon se découvre dans un nouveau rôle, lui qu'on disait, on va dire un peu en retrait, ne voulant pas se mêler. Voilà, aujourd'hui apparaît en première ligne et il est dans la bagarre. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de voir aussi les dégâts en termes d'image pour les deux, à dans votre l'opinion. À votre avis les dégâts sont terribles. Enfin, on se souvient qu'après le congrès congrès de Reims... Pour l'un et pour l'autre. Est-ce qu'il y a une différence aujourd'hui, à votre avis? Alors, en tout cas, c'est ce que veut mettre en scène François Fillon. Moi, j'ai noté que ces dernières heures, la stratégie de communication, c'est de dire il y a un clivage politique sur le fond.
Et donc de dénoncer la droitisation de Jean-François Copé en disant voilà, je suis une droite plus centrée. Ça, c'était jusqu'à mardi. Maintenant, on n'entend plus aucune espèce de combat idéologique. C'est un combat de chiffres. Oui, mais l'honneur. Non. Copé, il emploie aussi le mot. Ah non, j'ai tout suivi avec intérêt. Croyez-moi, des heures entières. Vous avez raté Gérard Longuet tout à l'heure. J'ai raté Gérard Longuet. Et d'entendre Gérard Longuet expliquer que... Non, il n'aurait pas fait droit d'honneur. Et d'entendre Gérard Longuet expliquer qu'il y a un désaccord sur le fond, alors on le sait très à droite. C'était assez pittoresque là aussi. Ce que je veux dire, c'est hier soir, François Fillon dit « Je ne veux plus être président ». C'est pour l'honneur du parti. Non, mais il est toujours sur ce positionnement moral. Vous avez vu l'interrogation de vos interlocuteurs toute l'après-midi quand vous leur disiez alors qu'est-ce qui va se passer si Fillon veut plus être président? Ils disaient on ne sait pas, peut-être on va trouver quelqu'un, une direction collégiale, Juppé, machin. Enfin, c'est extrêmement baroque comme situation parce que comme il a dit qu'il voulait se retirer, ce qui était un coup de communication en disant je fais tout pour l'honneur. Aujourd'hui, comme l'élection, on va dire, est recomptée, il peut se retrouver élu, et s'il est élu, qu'est-ce qu'il va dire? Je veux plus être président de l'UMP. Et ça l'empêche de faire certains recours. Ça l'empêche de faire certains recours juridiques parce que n'étant plus candidat à la présidence, il ne peut plus mettre ça devant les tribunaux puisqu'il n'est plus concerné. En tout cas, vous allez bosser. Oui, on continue, on est là, il n'y a pas de problème, puisqu'il y a des réunions ce week-end, dimanche, la semaine prochaine, des rendez-vous. Merci beaucoup, restez avec nous à la marche à la rive et je reste avec Olivier Mazerolles, à tout de suite.